La réforme du système se fait en le mettant en pièces avec arrogance. L'autre point qui ressort du sondage, c'est ce que les cadres ont appelé le GPP, où finalement j'ai su ce que ça voulait dire, c'est la gestion par la peur. Je pense qu'on peut parler d'omerta, c'est-à-dire je dois me taire si je veux conserver mon job, si je veux pas que ma tête roule, si je veux pas que la tête de mes coéquipiers roule, il faut que je me taise et donc non seulement que je sois résilient, mais d'une certaine façon, on en reparlera tout à l'heure, presque résigné. J'ai des directeurs qui me disent, je passe ma journée dans l'auto pour passer d'un point à l'autre. Alors, je gère à distance. Je suis dans le trafic à Montréal. Je n'arrive plus. Je ne vois pas mon monde. Il y a des gens qui sont employés du réseau dans les équipes des cadres intermédiaires au niveau des opérations qui n'ont encore 1 an et quelques mois après la mise en place de la réforme jamais rencontré leur patron, qui ne connaissent pas leur nom. Détail. J'ai quitté le réseau il y a 1 an. Donc, pour moi, la réforme de la loi 10, j'y croyais pas. J'étais directeur général adjoint dans un établissement. Et donc, j'ai préféré quitter. Mais j'ai quand même observé, là, puis travaillé dans ce réseau-là depuis près de 30 ans. La perte de sens, la perte d'adhésion, les méga-structures, le social qui est complètement écarté au profit du médical, l'hospitalo-centrisme, le clinico-centrisme versus, effectivement, le développement communautaire. On peut bien critiquer longuement sur les CLSC, mais c'est une création innovante, intéressante malgré tout au Québec, qui réalise des grandes choses. Plus ou moins grandes, dépendamment où on est. On est situé au Québec, malheureusement, mais ça reste. Donc, ce système-là est menacé actuellement. Le projet de loi 10 nous faisait un peu peur. Je pense que c'est safe de dire ça. Mais on avait beaucoup de difficultés à articuler notre opposition à ce projet de loi-là. Ce qu'on voulait, c'était une éducation politique du système de santé, puis c'est quelque chose qu'on ne recevait pas, que je pense aucun étudiant en soins infirmiers reçoit. Le changement social dans les années 70, le changement des systèmes de santé, ça s'est fait beaucoup par la marge. Les organisations féministes créaient du lien, s'organisaient, créaient d'autres organisations, puis on créait des réseaux. Qu'est-ce qui fait la force de SAPSA actuellement? C'est le lien. Puis on a monté ça petit peu par petit peu, justement, au départ, pour donner des soins, accès à des traitements d'hépatite C pour des gens vulnérables. Il y avait des médecins spécialistes qui étaient prêts à les traiter, mais tu sais, ils veulent traiter l'hépatite C, ils veulent pas traiter le sans domicile fixe, la contraception, le suivi de grossesse, le soin de plaie, là. Tu sais, ils veulent s'occuper du genre de la bouche à l'anus, c'est tout, là. Fait que le reste, c'est un autre domaine. Ce qui fait notre force, c'est qu'on est capable de prendre la personne des cheveux jusqu'aux orteils puis de s'adapter à la clientèle, à s'adapter aux gens du quartier, s'adapter autant à la femme enceinte qui n'a pas de problème de santé, juste enceinte, puis la personne judiciarisée qui a des problèmes de santé mentale. Mais ça nous demande, nous, comme professionnels de la santé, d'aller se former, de demander de l'aide à l'extérieur, mais c'est faisable si on s'y met un petit peu. Actuellement, je pense qu'avec toute la réforme, c'est que tous les programmes vont venir pareils, puis on va donner les mêmes soins à tout le monde partout dans le Québec. Puis nous, c'est pas notre vision.